me dites quand vous êtes prêt, hein? Bonsoir, je peux vous arrêter une seconde? Oui. Je voulais vous demander, quand vous regardez un graphique comme celui-ci qui parle du monde de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire? Les hauts, les bas, c'est pas très stable. Globalement, vous pensez quoi du monde de la finance? C'est nécessaire, le monde de la finance. Ouais. C'est nécessaire pour financer les projets. Bon, après, si c'est de la spéculation, c'est autre chose. On a besoin d'avoir confiance dans le monde de la finance avant tout. Mais pour l'instant, en période de crise, je pense que c'est plutôt un monde qui peut être dangereux, effectivement. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de high frequency trading ou trading à haute fréquence. Et pourtant, la prochaine crise financière pourrait bien venir de là. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, plusieurs milliers d'ordinateurs sont connectés entre eux. Ils vendent ou achètent des millions d'actions à la microseconde sans aucun contrôle humain ni même réglementation. Zéro contrôle humain, je savais pas, mais ça me choque même pas. Alors ça, je veux pas, moi. Ça dépasse un petit peu les capacités de l'homme, donc il faut qu'il y ait du contrôle par rapport à ça. Et ça vous fait pas peur? Si, ça fait peur. Ça fait très peur. Oui. Ce soir, vous allez découvrir comment certains financiers, 4 ans après la crise de 2008, continuent à jouer aux apprentis sorciers. Autrefois, quand on voulait devenir riche, très riche, en l'espace de quelques minutes, il n'y avait pas deux solutions. Soit on avait de la chance et un jour, en grattant un ticket, un petit coup de pouce et paf, le pactole. Ou alors, on y allait plus franco, direction la banque. Mais là, c'était tout de suite plus risqué. Et puis, un nouveau métier est apparu, trader. Un boulot génial, où il suffisait de hurler, de crier. De faire des signes bizarres avec ses mains pour devenir millionnaire. Mais un jour, il y a eu comme une dans le potage. C'était en 2008. Nos amis les traders avaient un peu abusé en vendant des produits toxiques à tout le monde. Le coffre-fort de la banque était vide, gueule de bois et rideau de fer chez les Lehman Brothers. Fait plus bon être trader. Alors, le monde de la finance a décidé de s'amuser autrement. Comment? En remplaçant les traders par des robots traders. Des robots qui vont 1 million de fois plus vite que les humains pour vendre des milliers d'actions toutes les millisecondes. Et gagner encore plus d'argent. Ça y est, les affaires reprennent, que le plus rapide l'emporte. Fabuleux. Car face à une telle puissance technologique, la police chargée de contrôler les marchés est totalement incapable de suivre le rythme. Vous pensez qu'on est en pleine science-fiction? Eh bien non. Allez, dites bonjour à votre nouveau banquier. Pourquoi avez-vous des métros sans conducteur à Paris? Parce que c'est plus sûr. Les ordinateurs font moins d'erreurs que les humains. Le problème, c'est que quand les robots arrivent sur les marchés, ils chassent les êtres humains. Il y a une partie où l'homme perd le contrôle, ça c'est certain, on le voit physiquement sur les marchés. C'est-à-dire que quand le robot est lancé, quelquefois il est tellement lancé qu'il ne voit pas très bien qu'il va dans le mur. On ne peut pas dissocier le trading haute fréquence de la notion de vitesse. Depuis que j'ai commencé cette phrase qui a dû durer 5 secondes, il y a eu 5000 transactions, d'accord? Ou 5000 ordres rentrés. On est dans la démesure complète. Dans ce métier-là, c'est toujours le pire qui donne la norme. La bourse, c'est pas un jeu vidéo. J'ai l'impression que... ça ne doit pas être un jeu vidéo. Vous n'avez pas l'impression que la bourse aujourd'hui, c'est devenu un peu un Far West? Je ne suis pas certain que la bourse soit aujourd'hui... je pense qu'aujourd'hui, la bourse est plus... faut que je la reformule, celle-là. C'est une question qui est intéressante. Elle n'est pas intéressante, cette question. Elle est essentielle. Qu'est-ce que la bourse aujourd'hui? Si, comme nous, vous vous étiez arrêté à ces fameuses images de traders en folie, vous avez tout faux. Une révolution est en cours dans le monde de la finance.
elle se déroule loin des caméras, discrète autant que redoutable. Les machines sont tout simplement en train de prendre le pouvoir sur les hommes. Des serveurs informatiques aussi puissants que silencieux. On les appelle un peu trop gentiment robots traders. Au cours de notre enquête, nous avons eu le plus grand mal à pénétrer cet univers financier en pleine mutation technologique. Mais en insistant, nous avons découvert un nouveau monde, sans contrôle, une jungle. N'allez surtout pas croire que cela ne vous concerne pas. Ces robots qui spéculent plus vite que leur ombre peuvent faire de gros dégâts dans l'économie réelle. Ce que les robots vont faire, c'est qu'ils vont passer des ordres dans le carnet d'ordre. Ils vont dire voilà, moi robot, je veux acheter tant de titres à tel prix, dans telles conditions, je ne veux pas les payer plus que tel prix et je veux en acheter tant. Ce qui va être différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est qu'ils vont passer beaucoup plus d'ordres et à une fréquence, c'est pour ça qu'on les appelle à haute fréquence, absolument inimaginée jusqu'à là. Hein. C'est-à-dire, c'est une question de microsecondes. Donc. Petit rappel, une microseconde, c'est 1/1000e de seconde. Autant dire qu'un battement d'aile en finance, c'est l'éternité. Bienvenue dans l'ère des transactions à grande vitesse, le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est une capacité à utiliser une supériorité technologique pour passer devant les autres. Et dans le monde du marché financier, si on court plus vite que les autres, on va prendre les meilleurs prix, exécuter avant. Et alors la course ici, c'est une course informatique, c'est une course technologique. Ça devient une course à l'armement. Parce que s'il y en a qui le font à du 10 000e de seconde, vous êtes à désavantage si vous le faites au 1000e de seconde. C'est évident, parce que vous arrivez après la bataille. Donc, même si on arrêtait tout ça au 1000e de seconde, les humains sont de toute manière hors du paysage, ils n'ont plus aucun rôle à jouer. Même les super traders ne font pas le poids. Des robots qui terrassent l'homme et prennent le contrôle de la bourse. Ce n'est même plus Frankenstein, plutôt Matrix. Ils sont trop intelligents. Ici, on peut pas. Les hommes ne sont pas à la mesure de ça. C'est celui qui vient là, il est ratiboisé. Les plus ratiboisés, ce sont les Américains. Aux États-Unis, plus de 2/3 des transactions boursières sont passées par des ordinateurs autonomes. À Wall Street, les sociétés de trading haute fréquence ont engrangé 3,7 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. L'équivalent du budget du ministère de l'Agriculture en France. Jouer en bourse à haute fréquence, c'est la nouvelle passion des financiers. Les sommes à gagner sont colossales. Les machines spéculent et les humains encaissent la monnaie. Comme Manoj Narang, la star du milieu. Aux États-Unis, il est un peu le porte-parole des robots traders, devant les commissions du Sénat, sur les plateaux télé. Pour lui, le trading haute fréquence, c'est l'avenir. Ce gourou du speed trading a installé ses bureaux dans une banlieue chic du New Jersey. In 0.2 miles, arrive at address 10 on left. S'il accepte de nous recevoir, c'est uniquement pour vanter les vertus des robots traders. Nous vivons à l'ère de la technologie, des ordinateurs. Ce sont des ordinateurs aujourd'hui qui opèrent des gens. On ne parle pas de vos économies là, c'est votre vie qui est en jeu quand vous êtes sur la table d'opération. Ce genre de choses arrive tout le temps. Ok, l'intérêt pour la santé, on voit bien. Mais pour l'économie réelle, on a plus de doutes. Aucune entreprise n'a intérêt à ce que ses actions soient échangées à la milliseconde. Au contraire, cela peut la conduire à la catastrophe. Car vous le savez bien, c'est la bourse qui fixe les règles. Lorsqu'elle fonctionne correctement, les entreprises peuvent y trouver de l'investissement, de la croissance. Mais quand elle déraille, elle peut mettre des milliers de gens au chômage, faire tomber des pans entiers de l'économie. Comme cela a failli arriver le 6 mai 2010. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? On a l'impression que rien n'arrête la spéculation. Ce jour-là, pour la première fois de l'histoire, on a perdu le contrôle des machines. Une fois de plus, les marchés sont pris dans le vent de la nervosité. Après une séance catastrophique aggravée par une possible erreur d'un trader. Sur le moment, personne ne comprend rien. Mais à Wall Street, tout le monde se souvient de ce 6 mai 2010.
À 14h42 44 secondes précises, Wall Street dévisse. Mais selon un schéma jamais vu auparavant, à une vitesse vertigineuse. La bourse et les chroniqueurs boursiers craquent. Un crack d'un nouveau genre. Don't touch the TV, but also don't touch your telephone and call your broker. Sur les écrans, les cours s'effondrent, tout d'un coup. En un clin d'œil, le Dow Jones, le CAC 40 américain, chute de 10%. Panique totale. On a vu ça et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Sur la chaîne CNBC, c'est la débâcle. Le marché s'effondre. Il y a de la peur sur les marchés. En quelques minutes, tous les voyants des sociétés cotées virent au rouge. Jamais on a vu ça avant, donc c'est un phénomène de décrochage complet, des cours très très rapides. Et puis quand on dit complet, c'est vraiment complet, hein, avec des actions qui peuvent passer de 45 $ à presque 0 $ en très très peu de temps. Des cracks boursiers, on en a connu plein dans l'histoire. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Il y a un truc qui cloche, inexplicable, trop rapide. Ça ressemble à un bug, donc on dit c'est un bug informatique, il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que quelque chose d'horrible venait de se passer en Grèce. La crise grecque. C'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air logique. Nous voyons en direct comment ce qui se passe en Grèce, avec les mesures d'austérité qu'a voté le Parlement aujourd'hui, a un effet boomerang sur le monde entier. Il y avait des émeutes à Athènes et on venait d'apprendre que 3 personnes avaient été tuées dans l'incendie d'une banque. Il y avait une situation dramatique sur le plan politique et dramatique d'un point de vue financier. Donc les conditions étaient réunies pour un crash. Mais raté. L'onde de choc ne vient pas de Grèce, ni d'un trader en chair et en os qui aurait appuyé sur le mauvais bouton. Pour la première fois de l'histoire de la finance, c'est un robot trader, un énorme ordinateur comme celui-ci, qui a fait dérailler le système. Il appartient à Waddell & Reed, un fonds de pension américain. Un robot qui a ordre de vendre une énorme quantité, je crois que c'était pour 4 milliards de $, en très peu de temps. Donc évidemment, ça va déstabiliser complètement le marché. Quelqu'un a vendu environ 3000 contrats, comme ça, très vite. Comme s'il voulait s'en débarrasser le plus vite possible. Et alors, on peut imaginer qu'un humain aurait fait ça différemment, aurait pas vendu tout en même temps, aurait vu ce qui se passait sur le marché, aurait fait que là, notre robot, il a été programmé pour faire ça, il fait ça. Si la machine du fonds de pension américain a déstabilisé le marché, c'est qu'elle n'est pas seule. Souvenez-vous, 2/3 des ordres passés en bourse aux États-Unis le sont par des robots traders. Eh bien, tous les autres robots, des centaines d'autres firmes de trading haute fréquence, ont paniqué ce jour-là, comme des humains, mais beaucoup plus vite. Ils ont tous vendu en masse, une contamination éclair. On est tombé dans le Frankenstein complet. La créature échappe à son créateur. C'est-à-dire qu'on a les ordinateurs qui s'emballent, qui traitent des volumes monstrueux ayant un impact considérable sur la valeur des entreprises, sans que personne ne puisse intervenir, et il n'y a plus que les ordinateurs qui traitent. Ceux qui font du trading haute fréquence voient les prix s'effondrer et ils vont participer à la panique, mais pas en une heure, pas en réagissant heure par heure, mais en réagissant microseconde par microseconde. Les traders haute fréquence ont saturé le réseau. Ils ne l'ont pas fait intentionnellement. C'est un peu comme des spams qui inondent votre boîte mail. Le 6 mai 2010 à New York, la débâcle ne durera heureusement que 14 minutes. D'où le surnom de ce nouveau type d'effondrement boursier, le flash crash, le crack éclair. C'est la bourse de Chicago qui va stopper l'effondrement en suspendant les cotations, une pause de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'avais jamais vu la bourse faire une pause. C'est vous dire à quel point cette journée était exceptionnelle. Mais après cette pause, c'est comme si le monde avait changé. Comme si tout le monde s'était dit « Ok, c'est bon. On est allé trop loin. Maintenant, fais demi-tour et on arrange ça. » Après la pause, effectivement, tout repart. Comme si rien n'était arrivé. Ou presque. Car certains ont eu très peur. Là, on vous parle d'entreprises qui vendent de vrais produits,
celle de l'économie réelle comme on dit. Ce jour-là, les 127 000 salariés du géant industriel Procter & Gamble auraient pu se retrouver sur le carreau. Procter & Gamble vient de perdre 35%. Boum. Procter & Gamble, mais si, vous connaissez. La lessive Ariel, les couches Pampers, les rasoirs Gillette. Le crack du ciment a bien failli faire perdre son sourire à la blonde de la pub. En quelques minutes, l'action Procter & Gamble perd la moitié de sa valeur. Concrètement, les conséquences ? Si ça avait continué plus longtemps, la multinationale aurait pu se retrouver à genoux. On aurait peut-être vu des usines fermées, sans aucune raison valable. Quand le prix de Procter & Gamble de l'action tombe à 10 centimes, ça ne représente plus du tout la réalité économique de la compagnie Procter & Gamble. Entre le matin du 6 mai et le soir du 6 mai, il ne s'est rien passé chez Procter & Gamble qui justifiait un changement de prix de son action. Voilà pourquoi il est très dangereux de laisser des robots traders faire joujou tout seuls à la bourse. Ceux qui ont perdu des plumes dans le premier crack éclair de l'histoire, ce sont les investisseurs traditionnels, bien humains ceux-là. 150 millions d'euros sont partis en fumée en 14 minutes. Ils demandent des comptes aux gendarmes de la bourse américaine, la SEC. La SEC promet d'enquêter. Mais vous allez le voir, elle va presque enterrer l'affaire. Dans les 104 pages de son rapport, elle n'accuse personne, pas même la société Waddell & Reed, déclencheur du crack éclair. Dans une parfaite langue de bois, elle constate simplement: les programmes d'exécution automatique et les stratégies de trading algorithmique peuvent perturber les marchés. Trading algorithmique, c'est du jargon de la SEC. Ça veut dire robot trader. La formule a le mérite de ne froisser personne. Ça serait dommage de remettre en cause la spéculation à grande vitesse, non ? Ils ont essayé de rassurer les marchés. Et leur tâche essentielle, c'était de dire que ça n'avait aucun rapport avec le high frequency trading. Voilà comment la SEC, au lieu de faire toute la lumière sur le crack, aide les speed traders à se faire passer pour les victimes de l'affaire. On a été les boucs émissaires de l'histoire. Alors même que les autorités ont conclu que le trading haute fréquence n'avait rien, ou presque rien à voir avec ce qui s'était passé. Quand on n'a plus d'arguments techniques, en général, on joue la victime, parce que la victime attire toujours la pitié. Moi, des victimes qui gagnent littéralement des milliards par an sur le dos des petits investisseurs qui ne voient rien, je ne suis pas certain de savoir qui est la victime, ou plus exactement, j'ai une vision relativement claire de qui est la victime. Dorénavant, il y a un avant et un après 6 mai 2010. Avec le flash crash de New York, c'est la première fois que le grand public entend parler du trading haute fréquence. La première fois qu'il découvre que les machines ont pris le pouvoir sur les marchés. De quoi perturber la sieste des New-Yorkais. Mais vous savez quoi ? En France aussi, un crack éclair peut frapper la bourse. À Paris, déjà un tiers des transactions sont faites par ces spéculateurs haute fréquence. Ce sont les plus gros acteurs de la place financière française. Tenez-vous bien, pour les satisfaire, le Palais Brongniart a même déménagé. Il a expédié tous ses serveurs en Angleterre, à Basildon, dans la banlieue de Londres. Et voilà à quoi ressemble le nouveau Palais Brongniart. Un immense hangar de 5000 m², cette sorte de blocos. Aucune pancarte à l'entrée, un site sous haute surveillance. À peine arrivé, on est prié de déguerpir. C'est pour attirer les speed traders que la bourse de Paris est venue ici. On vous explique. Le Palais Brongniart s'est délocalisé à Londres parce que ses plus gros clients, les traders haute fréquence, sont pratiquement tous basés en Angleterre. La proximité géographique est primordiale. Plus on est près du centre nerveux financier, plus les ordres de transaction circulent rapidement dans les câbles numériques. N'oubliez pas, on joue à la milliseconde près. Le temps, c'est de l'argent. Alors depuis 2010, la bourse française héberge tous ses clients du speed trading dans son blocos. Chacun est relié au serveur central par un câble de même distance, histoire de ne favoriser personne. On appelle ça
la colocation. Mais chut, c'est un secret. Euronext, la société qui gère la bourse de Paris, déteste en parler. Plus nous avançons dans l'enquête, plus nous nous heurtons à une véritable omerta. La première fois qu'on a demandé une interview à Euronext, on nous a répondu ça. Nous ne souhaitons pas commenter et donc associer notre image à votre enquête. D'habitude, on nous le dit rarement aussi clairement. On a quand même insisté. Ils ont fini par accepter notre caméra dans leur centre de surveillance à Paris. D'emblée, on les sent un tantinet tendu. Le coach, la petite voix derrière, c'est l'attaché de presse. En général, une seule suffit, mais là, elles sont deux. Pas bon signe, ça. Notre interlocuteur est sous contrôle. Bonjour, bienvenue chez Euronext. Merci. Alors, première question, que pense Euronext des traders haute fréquence? On est dans des marchés qui sont électroniques et qui ont été développés par... On va s'arrêter là. Je vais recommencer. Aïe, on aurait mieux fait de poser une question sur la qualité des fauteuils, le nombre de téléphones. Ah oui tiens, si lui, il a une vraie bague en argent. Parce que le trading haute fréquence, c'est un peu délicat. On ne parle pas trop high frequency trading. J'ai peur que ce soit interprété... Bon, on insiste. Question, sur la totalité des incidents de la bourse, ça représente quoi le trading haute fréquence? C'est marginal. On peut aussi rappeler que c'est marginal. Il est ventriloque, le monsieur? Ah non, c'est toujours l'attaché de presse. Plus sérieusement, nous avons une dernière question à laquelle Fabrice Pérez va nous répondre clairement. Est-ce qu'un flash crash pourrait se produire ici? Alors ici, le flash crash, le crack éclair tel qu'il a été vécu aux États-Unis ne peut pas se produire parce que nous avons mis en place dans le marché des dispositifs, nous appelons ça les coupe-circuits, qui sont des dispositifs qui permettent d'interrompre la cotation d'un instrument financier en cas de forte volatilité. Nous voilà rassurés. Rien de grave ne peut arriver. Juré craché, les procédures de sécurité sont draconiennes. Quand les cours font trop de yo-yo, Euronext coupe les circuits et suspend la cotation. Plus de volatilité, plus de risque de crack éclair. Désolé, mais nous avons la preuve du strict contraire. À tout moment, votre épargne en action peut partir en fumée, en un claquement de doigts. Ce n'est pas n'importe qui l'affirme, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme français de la bourse. À chaque instant, on peut avoir un flash crash à Paris, à Londres, c'est tout à fait possible. Alors, tout le monde a en tête le flash crash aux États-Unis, mais il faut savoir qu'en France, on a eu des petits flash crash sur certaines valeurs l'année dernière. Donc c'est quelque chose... Donc c'était pas le même jour, c'était pas le jour du flash crash, c'était bien après. C'était d'autres jours. Il y a eu des mini flash crash. Des mini flash crash, absolument. Donc c'est un risque qui est bien présent. Des mini flash crash, vous en aviez entendu parler, vous? Non, hein? Eh bien, en voilà pourtant un bel exemple. En août dernier, le CAC 40, ici en bleu, fait une sacrée chute. La chute en fait qu'il a, donc c'est 3% en quelques secondes, en 3 secondes. Donc ce genre de trou d'air, c'est ce qu'on appelle un mini flash crash? Oui, on peut appeler ça comme ça. On n'en parle jamais? C'est pas très fréquent non plus. Ils sont très, très brefs. Ça peut ne durer pas longtemps, mais ça peut créer des catastrophes. Un simple mouvement d'aller-retour de 100 à 0 ou 0 à 100, vous pouvez avoir des personnes qui perdent leur chemise. Et vous pouvez avoir des gains totalement indus. Vis-à-vis de tous les investisseurs, si vous leur dites que le marché, ça peut faire ça peut passer de 100 à 0 d'une seconde à l'autre, c'est tout de même pas très rassurant. C'est même franchement inquiétant. N'oubliez pas qu'un tiers des transactions sont passées par des traders haute fréquence à la Bourse de Paris. Nous ne sommes clairement pas à l'abri de futurs cracks éclairs. C'est peut-être pour ça que dans les milieux financiers français, c'est motus et bouche cousue. Même dans les rares endroits où nous sommes autorisés à filmer. La conférence annuelle TradeTech, par exemple, à Paris. Les financiers de tous bords se réunissent.
C'est champagne ou une pomme. On discute ici des dernières tendances de la finance high-tech. La spéculation informatique à haute vitesse est dans tous les esprits, même sur les affiches. Mais gare à celui qui ose le dire. Évidemment, personne n'a envie de dire ben oui, moi je suis vraiment un trader haute fréquence. Alors que c'est lui le méchant. Si demain on essaie que tous les gens qui conduisent des voitures rouges sont des gens méchants, on va tous ranger nos voitures rouges au garage. Vous allez sortir les voitures bleues de votre femme. À la tribune, les 3 personnes en partant de la droite roulent sûrement déjà en voiture rouge. Nous avons ici un panel de 3 compagnies impliquées dans le trading haute fréquence. Celui qui nous intéresse en particulier, c'est lui, Jean-Philippe Bouchot, un physicien formé à Normal Sup et reconverti à la finance, très réputé dans le milieu. À la fin de la conférence, nous l'abordons poliment, mais il est un peu fuyant. On a essayé de vous joindre pour nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne, comment vous travaillez. Et la réponse qu'on nous avait donnée, c'était que vous n'avez pas le temps. J'avais pas trop le temps, et puis en plus on est dans une période un peu délicate là, politiquement, pour s'exposer. Parce que nous, on nous avait dit que vous étiez la star en fait, du trading en France. Pas du tout. Il y a un gros malentendu. C'est pas vrai du tout. On n'est pas du tout avec Frequency Trader. Alors c'est pour ça que c'est un peu embêtant, parce que c'est pas du tout comme la façon. C'est pas du tout notre métier, et pourtant on est associé à ça, qui a très mauvaise presse en ce moment. Donc, du coup, c'est délicat. Ah bon ? Mais alors que fait ce physicien, prof à Polytechnique, dans les couloirs de la conférence TradeTech ? Peut-être parce qu'il est aussi le patron d'une société de gestion, CFM, Capital Fund Management. Moi, je veux bien apparaître comme professeur à l'école polytechnique, pas de problème, je vous explique le fonctionnement des marchés. CFM, je ne veux pas qu'il soit associé au high frequency trading, parce que c'est pas du high frequency trading. Pourquoi pas ? C'est étonnant parce que sur le site web de CFM, nous trouvons des petites annonces de recrutement justement pour des ingénieurs de trading haute fréquence. Il y a aussi des CV d'employés de CFM qui s'affichent comme des speed traders. Enfin, le magazine Hedge Fund Journal nous apprend que CFM traite 100 000 contrats de produits financiers par jour et que la société a investi dans 6 data centers pour améliorer sa vitesse de trading. En fait, CFM est l'un des plus gros fonds spéculatifs français indépendants. Forcément, avec tout ça, on a envie de poser des questions à Jean-Philippe Bouchot. Jean-Philippe Bouchot, vous êtes professeur de physique statistique spécialisé dans la finance à Polytechnique. Physique et économie, c'est plutôt un mariage inattendu, non, a priori ? Oui et non. En fait, l'histoire des liens entre la physique, l'économie et la finance sont très anciens. Le point, c'est qu'il y a énormément de données. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que les marchés financiers se sont mis à cracher des données en nombre énorme et qu'on a pu récupérer ces données et les étudier comme on peut étudier de la physique. Vous êtes professeur à Polytechnique, vous dirigez par ailleurs un fonds d'investissement qui s'appelle CFM. Est-ce que vous en faites, vous, du trading haute fréquence dans votre fonds d'investissement ? Nous ne faisons pas de trading haute fréquence, nous interagissons avec les traders haute fréquence. Vous ne faites pas de trading haute fréquence chez vous ? Pas du tout. Parce qu'on est allé sur votre site internet et nous, on a vu, alors pour le coup, c'est des documents qui émanent de chez vous, ce sont des offres d'emploi de votre société. Et vous proposez justement, je vous les laisse, mais vous les connaissez par cœur, vous proposez justement des postes de trader haute fréquence, on voit la high frequency trading. Donc vous embauchez je pourrais vous rentrer dans les détails. Il ne s'agit pas de trading haute fréquence puisque nous interagissons avec les traders haute fréquence pour exécuter les ordres que nous faisons par ailleurs. Donc il faut bien qu'on comprenne ce qu'ils font, ces traders haute fréquence. Mais vous en embauchez des traders haute fréquence ? Non, on ne fait pas de trading haute fréquence. Voilà, 2009, vous affirmiez vendre 100 000 contrats à terme par jour, ça fait 4 000 par heure. Et c'est pas du high frequency trading. Plus d'une par seconde, maintenant il paraît que c'est en microsecondes que ça se compte. Mais c'est 2009, c'était il y a 3 ans. Mais encore une fois, c'est pour ça, et c'est exactement pour ça que nous ne souhaitions pas, parce qu'il y a confusion totale et que l'activité qu'on a n'est pas une activité de high frequency trader. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, quand on dirige un fonds d'investissement, il y a une gêne à dire qu'on fait du trading haute fréquence ? Pas du tout. Il y a une telle confusion dans l'esprit des gens. C'est tellement technique que c'est impossible. Vous voyez, je ne peux pas vous raconter la différence entre trading haute fréquence. Nous n'avons pas la même activité que ce qu'on appelle des traders haute fréquence. Pourquoi c'est si
compliqué d'en parler. C'est difficile d'expliquer aux gens que dans l'activité de spéculation, entre guillemets, il y a une écologie réelle. Il y a des gros poissons, des petits poissons, il y a des parasites, il y a des symbiotes. Et vous êtes quoi alors ? Il y a une chose... Un gros poisson ? Je suis certain qu'on est plus un gros poisson que la liquidité lubrifiante. C'est-à-dire qu'on fait partie des gros rouages, on ne fait pas partie de la lubrification, c'est pas notre métier. Dans les gros poissons, il y a des requins. Dans les gros poissons, il y a des requins. Mais vous imaginez bien quand même que si on dit au grand public aujourd'hui, il y a des décisions qui étaient prises par des humains, maintenant ce sont juste des ordinateurs qui les prennent, ces décisions, ça fait peur. C'est utiliser l'esprit humain pour ce qu'il peut faire de meilleur et l'ordinateur pour ce qu'il peut faire de meilleur. L'ordinateur est très bon à certaines tâches. Mais il y a, on le sait déjà, des tas de tâches que l'esprit humain fait mal et que l'ordinateur fait mieux que lui. Mais est-ce que je vous résume bien, parce qu'à vous entendre, le high frequency trading, le trading haute fréquence, c'est formidable. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je dis que c'est en tout cas pas très différent de ce qui se passait avant. Si la technologie marche bien, il faut toujours qu'on puisse vérifier qu'effectivement rien ne change brutalement. Mais si ça se passe comme on a prévu que ça se passe, il n'y a pas de raison d'intervenir. L'ordinateur fait mieux que l'être humain sur ces... Donc quand les robots remplacent les hommes, ça vous rassure ? Dans certains cas, oui. Comme on dit à Wall Street, parler de trading haute fréquence, c'est toujours touchy. Dans ce secteur ultra concurrentiel, ce que les firmes protègent comme la prunelle de leurs yeux, ce sont leurs algorithmes. Ils valent de l'or. Un algorithme, Késako. Tout simplement le nerf de la guerre de la finance à grande vitesse. Sans algorithme, les ordinateurs ne savent pas spéculer. Paul Joriot est un spécialiste de la finance. Mais pas en animal domestique. Un algorithme, ce sont des instructions écrites sous forme de code informatique dans un langage de programmation. Ce sont des ordres, ce sont des commandements qui sont donnés à l'ordinateur. Faites ceci, faites cela, etc. Ce sont des instructions. Des instructions qui ressemblent à cela. Des lignes et des lignes. Sachez juste que ces algorithmes servent aux robots traders à acheter et vendre en bourse, à anticiper les variations de cours. Très difficile à concevoir, ce sont des formules magiques précieuses. Elles coûtent plusieurs millions d'euros. Les algos, selon le jargon, sont la nouvelle arme fatale des financiers. À Wall Street, on est prêt à tout pour mettre la main dessus, même à les voler. Comme ce samedi 13 juin 2009 à New York. Au siège de la Société Générale, la caméra de surveillance enregistre une scène inédite. Un trader de la banque, Samarth Agrawal, en flagrant délit de vol. Monsieur Agrawal est un jeune homme d'origine modeste, mais avec un cerveau surpuissant. Même un cerveau surpuissant peut oublier les caméras de surveillance. Agrawal travaille depuis 2 ans à la Société Générale. Il connaît la maison, plutôt décontracte, le bonhomme. Ce qu'il fait au bureau en plein week-end, 3 fois rien. Il vient juste dérober des algorithmes de la banque d'une valeur de 8 millions d'euros. Son avocat, un ténor du barreau new-yorkais, a défendu le clan Bonanno, une grande famille mafieuse de New York. Les affaires de gros sous, il connaît. Mais là, il a du mal à défendre son client. Samarth imprime ses documents dans la salle de marché et il le fait juste devant la caméra de surveillance. Quelques heures plus tard, Agrawal s'en va. Le sac à dos rempli des précieux documents volés à la banque. Grâce à eux, il espère devenir riche. Pour ça, Samarth Agrawal prend rendez-vous en plein Chinatown, à New York. Il se rend chez Tower Research, un fonds d'investissement concurrent de la Société Générale, installé à cette adresse. Agrawal vient passer un entretien d'embauche. Il veut marchander les algorithmes qu'il a volés. Mais il ignore que l'homme qui lui fait passer cet entretien, là-haut, enregistre toute la conversation. Nous avons récupéré la bande. For this, I have made lots of notes, which legally I can share with you. I have a lot of things in actually print, and whatever I can ask, I'm asking them and writing it.
Quadrupler son salaire. Voilà ce qu'Agrawal espère négocier grâce aux algorithmes chippés à la Société Générale. Et ça marche. Quelques mois plus tard, Tower Research le débauche pour $1,5 million par an, plus les bonus. Mais il y a un grain de sable dans la mécanique. La Société Générale flaire l'arnaque. Et quand elle découvre les images de vidéosurveillance, elle appelle le FBI, qui se présente à la porte du trader. L'agent du FBI a fouillé l'appartement de M. Agrawal et il a découvert les documents chez lui. C'était les documents qu'il avait imprimés, avec des notes aussi. En fait, il a volé ces documents pour négocier son prochain job. Samarth Agrawal prend 3 ans ferme. On ne plaisante pas avec le secret bancaire. Si jadis les petits génies rêvaient d'être pilotes de chasse ou astronautes, aujourd'hui beaucoup ont compris tout l'intérêt de savoir programmer des algorithmes. La crème des surdoués est formée en France, plus précisément au Master Probabilité et Finance de Polytechnique, à Paris. On a regardé cette histoire, donc on sait que si on garde une position pendant un peu de temps dans le carnet, on récupère du volume, selon une certaine loi. Après, voici les maîtres de la finance de demain. Si on maintient cette position-là, ce ne sont pas des commerciaux ou des économistes, mais des matheux purs et durs. Vous les trouvez sages et concentrés? Normal, ce sont des têtes. Ils viennent de tous les coins du monde. On est en train de simuler une journée de marché avec la... Ils ne connaissent encore rien à la bourse, mais ont déjà des dollars plein les yeux. On va passer un ordre avec, je crois que c'est 200 actions qu'on va vendre. J'espère qu'on sera riche. Et jusqu'à présent, vous connaissiez un petit peu la bourse avant? Moi non. Non plus. Parce que la bourse, ça vous intéresse, la finance? Ouais. Tout d'abord, c'était en mathématiques et informatique, plus d'argent, donc ça fait finance. Pour moi, c'est ça. Et voilà comment convertir d'innocents matheux à l'appât du gain. Ce sont eux qui plus tard programmeront les robots traders. Dans ce domaine, pas la peine de se prendre la tête. Les débouchés ne manqueront pas. Salaire fixe de base, entre 100 et 200 000 euros par an. Les bonus flirtent parfois avec le million d'euros. En Europe, le speed trading existe depuis à peine 5 ans. Il représente déjà 1/3 des transactions boursières. Génial, on rattrape les Américains. Pendant toute notre enquête, nous avons cherché à filmer une salle de robots traders, les boîtes noires, les serveurs du speed trading. Aucune société française n'a accepté de nous laisser faire. Notre salut, nous allons le chercher de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Direction la City, capitale de la finance en Europe. Près de 500 banques sont installées ici, 300 000 employés dans le secteur financier. Londres, c'est l'endroit où il faut être pour faire du business. Et c'est ici que Knight Capital, l'un des 3 poids lourds mondiaux de la haute fréquence, a son siège européen. Ce fonds d'investissement accepte de nous ouvrir ses portes. Comment allez-vous? Ravi de vous voir. Le PDG de Knight Capital est l'un des seuls à posséder la clé. La clé de la salle des boîtes noires, les serveurs informatiques, les fameux robots traders. Ça y est, on pénètre dans le sein des seins, le cerveau du speed trading. Cette pièce est très importante. C'est vraiment le cœur de notre business. Parce que toute notre propriété intellectuelle réside dans ces machines. Les programmes, les données. Tout ce qui est conçu ici est dans cette pièce. Donc c'est important que cette pièce reste sécurisée. Des serveurs bien alignés, les uns à côté des autres, reliés par des kilomètres de câbles. Voilà à quoi ressemble la finance haute fréquence. Froide, désincarnée. Chaque jour, des millions d'ordres sont envoyés au marché en millisecondes depuis cette salle des black box. Des milliards d'euros de transactions circulent quotidiennement dans ces câbles. Le vice-président de Knight Capital, un Français, tient aussi à nous montrer qu'il reste un peu d'humanité par ici. Mais attention, ces employés ne sont pas des traders. Là, ce sont les gros cerveaux qui réfléchissent et qui essayent de trouver effectivement des algorithmes gagnants. Forcément, les algorithmes. Il faut sans cesse les améliorer
pour maintenir le niveau de performance des robots traders. Vous pouvez nous révéler les secrets de l'un de vos algorithmes? Un secret? Pas de problème. J'ai un exemple concret. Acheter bas, vendre haut. Elle est bien bonne, celle-là. Mais est-ce qu'il y a des formules secrètes sur vos écrans? Tout dépend de ce que vous appelez secret. Je suis sûr que vous connaissez toutes les lettres sur cet écran. On s'amuse bien, hein? Mais on n'apprend pas grand-chose. Nous, on voudrait savoir combien d'algorithmes l'entreprise développe pour son business. Can we say how many algorithms do we have here? Or? No, just say that we have numerous strategies. On n'est pas autorisé à dire le nombre de stratégies, etc. Là, il ne faut pas oublier qu'on est dans un domaine, confidentiel. Ah oui, ça, on a bien compris. On ne peut pas se permettre d'avoir 50 personnes ayant accès à ce type d'algorithme. Ça a coûté très cher parce qu'il a fallu les développer. C'est une martingale, quelque part, qui est fabriquée maison. Et bien entendu, on ne peut pas donner accès à n'importe qui. Regardez Coca-Cola, par exemple. La formule du Coca-Cola, elle n'a même pas été brevetée parce que Coca-Cola ne veut pas que cette formule tombe dans le domaine public. Et bien, c'est exactement le même principe ici. Plus on pose de questions, plus notre présence a l'air de déranger. If you don't feel confident to mention this kind of information, Les employés sont briefés avant de nous parler. We can't say more. To be honest, we can't say more. Okay, that's fine. On peut arrêter de filmer ça? Non, pas le nom de la stratégie. Déjà, on n'est pas très à l'aise sur ça. Je ne voudrais pas qu'il me soit reproché d'avoir ouvert un peu trop grand les portes. On n'aura donc pas de réponse. Le domaine est très concurrentiel, ça on peut l'admettre. Mais il y a une autre raison, beaucoup moins avouable. Le speed trading est devenu une formidable machine à fraude. Cette technique de spéculation suscite des vocations chez les escrocs. Bizarrement, personne ne veut nous le dire face caméra. Mais à force de chercher, nous obtenons un témoignage, anonyme évidemment, celui d'un employé d'une firme de trading haute fréquence. Il nous livre pour la première fois tous les petits secrets de fabrique du milieu. Vous allez le voir, c'est pas joli. Nous allons au rendez-vous équipés d'une caméra cachée. Vous êtes monsieur? Vous allez bien? Ce jeune ingénieur travaille pour une grande banque à Paris depuis 2 ans. Lui aussi conçoit les algorithmes pour les serveurs. Une à une, il va nous décrire les stratégies utilisées par les robots pour manipuler le marché. Olivier? La bourse, en ce moment, c'est de la bataille automatique. Un certain nombre d'entreprises haute fréquence envoient des rafales d'ordre pour saturer les ordinateurs de la bourse et ralentir les flux pour l'ensemble des acteurs du marché, pour justement que ce ne soit que les plus rapides, donc eux-mêmes, qui puissent profiter de ce genre d'opportunités. Des rafales d'ordre pour saturer les adversaires. C'est comme sur la route. Vous voulez arriver avant tout le monde. Pour ralentir les autres, vous placez des sens interdits, des feux rouges après votre passage. Toutes les voitures ralentissent. Vous, en revanche, vous foncez droit au but. Dans la finance, ça veut dire envoyer des millions d'ordres, très vite, pour engorger les câbles informatiques et ralentir les autres traders. C'est la saturation, c'est illégal. Mais il y a aussi une autre technique frauduleuse, le brouillage. Elle consiste à tromper les investisseurs. Le brouillage, ça consiste à envoyer un système ultra rapide, envoie un ordre et le tue plutôt à l'intérieur de la même milliseconde. Ça revient à m'attaquer la bourse avec des ordres qui sont très rarement exécutés. Ce brouillage, c'est une des stratégies classiques du trading haute fréquence? Ça l'est devenu en 2 ans. Il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est une stratégie ultra classique de haute fréquence. On va qualifier ça de stratégie sale, qui vise à induire en erreur les acteurs.
Des stratégies sales, typiques du trading haute fréquence. Ce qui est à peine croyable, c'est que le gendarme de la bourse a beaucoup de mal à les contrer. Ça va trop vite. Pourtant, l'autorité des marchés financiers fait tout ce qu'elle peut, tous les jours, pour repérer les fraudeurs. Ah, le brouillage, d'accord. On avait donc une succession à une fréquence de 1000 messages par seconde. Attends, montre, on est sur quelle durée là? Là, chaque graduation, c'est 5 millisecondes. 1000 ordres par seconde. Seuls des ordinateurs peuvent aller aussi vite. Évidemment, c'est plus difficile à détecter que des traders humains. Là, c'est quand même vraiment... Là, c'est excellent. Tu sais, c'est ça, regarde. C'est cette période-là. Et cette période-là, et descend un petit peu là, c'est assez impressionnant, c'est difficile à comprendre. Il y a des prix aussi qui s'enfoncent très bas en fait dans le carnet. On ne comprend pas grand-chose, mais ils sont visiblement sur le coup. Le trader anticipe une baisse des cours. Ensuite, des agressions arrivent en carnet, à la vente, donc font chuter le cours. C'est intéressant, on a vraiment fait une succession d'empreintes très troublantes. Et tu vois, et qu'on voit répéter, donc c'est pas un hasard, un timing qui fait que l'algorithme a réagi comme ça semble être quand même plutôt intentionnel. Brouillage, agression, empreinte. On n'est plus dans la finance là. On est en pleine enquête criminelle. Le coupable, de plus en plus souvent, est un robot. La variété des situations suspectes a augmenté ces dernières années puisque les stratégies haute fréquence peuvent permettre de réaliser des manipulations qui n'existaient pas par le passé quand on était à des vitesses plus normales, je dirais. Notre informateur nous le confirme, personne ne se prive de ces stratégies frauduleuses. Sans stratégie de manipulation, plus personne ne gagne de l'argent. La manipulation est un complément qui nous permet d'être compétitif. De manière comme tout le monde le fait, si tout le monde fait une chose, ne pas la faire, c'est comme courir avec un boulet au pied. C'est pas la peine de faire du sprint, c'est pour s'attacher des poids. Grâce à la triche, certains traders haute fréquence font donc la course en tête. Et le gendarme de la bourse, il suit derrière. Mais beaucoup moins vite. Vous avez beaucoup d'enquêtes en cours sur le trading à haute fréquence? On en a je pense qu'on en a 2, voire 3. Ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, techniquement, mais aussi relativement longues parce qu'elles peuvent être très internationales. Résultat, le tableau de chasse de l'AMF est bien vide. Son seul fait d'armes récent, avoir fait condamner un trader hollandais en mai 2011. Kevin Krejeveld sévissait sur la bourse de Paris depuis Amsterdam. Un trader en chair et en os, pas un ordinateur. Mais si on vous en parle, c'est qu'il réalisait ses transactions très rapidement, en quelques secondes. Et surtout, il s'est directement inspiré d'une autre méthode illégale généralisée à grande échelle par les robots traders. Ils faisaient semblant de vendre et à ce moment-là, ils achetaient. Ou à l'inverse, ils faisaient exactement le contraire. Ils faisaient semblant d'acheter pour vendre. C'est un peu comme un coup de bluff au poker. Petite démonstration, je possède 100 vélos. À la bourse, je lance un ordre d'achat de 1000 vélos. Les autres acheteurs voient mon ordre d'achat. Ils se disent que le cours va monter et ils se mettent aussi à acheter des vélos. Comme la demande est forte, le cours monte vraiment. Le prix du vélo passe de 20 à 30 euros. Mais de mon côté, j'annule mon ordre d'achat quand le prix est au plus fort et en fait je vends mes 100 vélos à un prix plus élevé. Voilà comment le trader s'y est pris pour empocher un demi-million d'euros. Dans la vraie histoire, pas de vélo. Krejeveld s'attaque à des actions d'entreprises françaises. La marque de luxe Hermès, les câbles électriques Nexans ou encore l'entreprise de bateaux Zodiac. On vous avait bien dit qu'il y avait des conséquences sur l'économie réelle. Au service enquête de l'AMF, on le suspecte d'avoir faussé les cours de 5 actions françaises. Au final, vous avez considéré qu'il manipulait les cours de 5 actions françaises. Oui. Il a été sanctionné pour ça? Non, parce qu'il a été sanctionné seulement sur une valeur, pour laquelle une description très précise et détaillée avait été produite en annexe du rapport. Vous avez travaillé pendant combien de temps sur ce dossier, cette enquête? Compte tenu des délais liés à la coopération internationale, on a dû travailler 18 mois. Au final, il a été condamné à quoi?
sanctionné? À 10 000 € de sanction pour un profit sur les 5 valeurs que nous avons analysées de 585 000 €. Il gagne 585 000 € de façon illégale et il est condamné à 10 000 € d'amende? Oui. C'est pas très cher payé. Non, c'est pas très cher payé. D'un autre côté, les sanctions de manipulation de cours ne sont pas... sont assez récentes. C'est des techniques qui sont un petit peu compliquées. Est-ce que le dossier a été transmis aux gendarmes de la bourse d'Amsterdam? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, je pense. Vous pensez que M. Creyewald est encore sur les marchés? Je pense, oui. Nous allons vérifier, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ici, au XVIIe siècle, on spéculait sur les tulipes. Aujourd'hui, on s'en donne à cœur joie sur le marché des actions. En matière de trading ultra rapide, les Hollandaises sont à la pointe. Au moins une dizaine de grandes firmes de fast trading ont fleuri sur le bord des canaux. Nous avons rendez-vous avec un haut responsable du gendarme de la bourse néerlandaise. On veut savoir ce qu'ils ont fait du dossier du trader, Kevin Creyeweld. Vous connaissez Monsieur Creyeweld? Pardon? Kevin Creyeweld. Comment vous l'écrivez? Je ne le connais pas personnellement. Mais vous connaissez son affaire. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Et de toute façon, je ne vais pas rentrer dans des dossiers particuliers. Le régulateur français nous a dit qu'il vous avait transmis le dossier et que vous n'avez rien fait. Je ne parle pas de dossiers particuliers. Et ils sont très déçus. Je ne commente aucun dossier particulier. L'homme est inflexible. Nous n'obtiendrons rien de plus. Il ne nous reste plus qu'à trouver le trader par nous-mêmes. On a réussi à localiser la salle de marché dans laquelle il agissait à l'époque où il manipulait les cours des actions françaises. C'est ce bâtiment en briques rouges, au bord d'un canal, en plein centre-ville. Reste à vérifier s'il y travaille encore, en passant un petit coup de fil. Bonjour, je voudrais parler à Kevin Creyeweld. Il n'est pas disponible pour le moment. Quand est-ce que je peux le rappeler? Je ne sais pas, il est très occupé. Réessayez plus tard. Bonne nouvelle, il travaille toujours là. Nous décidons d'aller directement frapper à la porte de sa salle de marché, équipée d'une caméra cachée. Bonjour. Je voudrais savoir si Kevin Creyeweld est là. Oui, il est là. Vous pouvez entrer. L'enquêtrice de l'AMF ne s'est pas trompée. Au bout du couloir, Kevin Creyeweld est toujours trader, ici, malgré sa condamnation pour fraude. Face à nous, il joue la carte de la victime. Le dossier était rempli de mensonges. C'était n'importe quoi. Cela n'avait rien à voir avec la réalité. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Le trading haute fréquence, c'est une montagne d'ordinateurs. Et pas seulement un trader assis devant un écran. Oui, enfin, un trader qui a tout de même touché le pactole en manipulant les cours. J'ai tourné la page. Ça s'est bien terminé. C'est la dernière chose que je vais vous dire. Je ne vois pas mon intérêt à parler à la presse. Ok? Merci beaucoup. Bon voyage. Les 10 000 € d'amende de l'AMF n'ont visiblement pas dissuadé Creyeweld de poursuivre sa carrière. À croire que le gendarme de la bourse n'effraie pas franchement les pirates de la finance. Dans la version officielle, bien sûr, les spéculateurs jouent les innocents. Comme ce financier au bronzage impeccable, le président du lobby des traders haute fréquence en Europe.
Nous sommes plus transparents qu'aucune autre industrie dans le monde. C'est de l'humour, ça? Visiblement, non. Il n'y a aucune preuve jusqu'ici, aucune, qui suggère que le trading haute fréquence soit plus susceptible de manipuler les cours que d'autres activités financières. Il n'y a pas de preuve. Non. Peut-être parce que c'est plus difficile d'enquêter? Non. Tout ce que nous faisons est transparent. Le régulateur a juste à passer la porte, nous demander nos registres, et il pourra tout voir. C'est très facile de voir pour eux, de détecter des abus de marché. Et voilà pour le petit discours officiel. Bon, vous voulez la version sans langue de bois maintenant? Celle qu'on obtient quand on cache l'objectif? La voici. Personne n'a peur des gendarmes. L'AMF, ils perdent leur temps. Franchement, investir l'argent dans les ordinateurs, enregistrer les flux de marché, stocker tout ça, analyser, mobiliser ces équipes pour à la fin avoir des décisions minables, quel intérêt? En somme, le gendarme n'arrivera jamais à rattraper le voleur, tant qu'il ne se battra pas avec les mêmes armes. Vous trouvez ça injuste? Tenez-vous bien, on a encore une petite révélation à vous faire. Si on vous disait que l'argent public, vos impôts quoi, aide parfois les banques à développer leurs activités de trading haute fréquence, vous auriez du mal à le croire? Pourtant, c'est vrai. Ça aussi, on l'a découvert. Ça passe par le crédit impôt recherche, un système qui permet aux entreprises de défiscaliser une partie de leurs dépenses de recherche-développement. En France, les banques en bénéficient. En 2009, elles se sont partagées 65 millions d'euros avec le secteur assurance. Un peu étonné par cette situation, un député, Jean-Pierre Gorge, a rédigé un rapport d'évaluation sur le sujet il y a 2 ans. Sa conclusion est très claire. Le crédit impôt recherche représente un effet d'aubaine pour les banques. Le député demande alors à rencontrer les chercheurs de la Société Générale. Il s'attendait à en voir débarquer une flopée, il n'y en avait qu'un seul. Mais nous avons aussi découvert que la Société Générale a trouvé un moyen de cumuler du crédit impôt recherche via des sociétés à qui elle sous-traite cette recherche. La société Business Efficience, par exemple, qui a mis au point un algorithme, Hypercube, qui s'applique au trading haute fréquence. Jusqu'en 2011, l'équipe est hébergée dans les locaux de la Société Générale. Mais à titre d'entreprise indépendante, elle touche du crédit impôt recherche. L'ex-PDG de Business Efficience le reconnaît, sans détour. C'est quasiment ce qui nous a permis de financer nos travaux pendant cette période-là, ou dit autrement, d'aller 3 fois plus vite. Alors cela dit, comme je vous dis, il y a toujours une incertitude sur le temps que ça va réellement prendre, mais d'aller effectivement 3 fois plus vite dans notre capacité à financer ces développements, à autofinancer ces développements sur une activité rentable. Notre argent a donc permis de développer un algorithme pour la Société Générale 3 fois plus rapidement. Génial, non? Bon, sérieusement, vous ne trouvez pas ça choquant, vous? Gilles Babinet, lui, si. C'est l'ancien président du Conseil du numérique. En septembre dernier, à la radio, il s'insurge contre ce système. Dans son collimateur, une autre banque, la BNP Paribas. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi BNP Paribas touche 180 millions de crédits d'impôt recherche. C'est une grande interrogation pour moi que le secteur bancaire puisse, pour financer des gens qui font du fast trading, des algorithmes qui déstabilisent la bourse, bénéficier de très très grands crédits à cet égard. Pas de question que je poserai au directeur général du BNP Paribas. Il aurait bien aimé creuser l'affaire. Mais en haut lieu, on lui a, conseillé de faire profil bas. Très clairement, je me suis fait engueuler par l'Élysée. Donc on m'a dit qu'il fallait que je m'occupe du numérique et qu'il était préférable que je ne m'occupe que de numérique et que je ne m'occupe pas de m'intéresser à ce que faisait BNP Paribas ou d'autres. Aujourd'hui, Gilles Babinet n'est plus au Conseil du numérique. Il ne craint plus les représailles. Nous avons contacté la BNP pour avoir sa version. Ça tombe bien, elle adore qu'on lui pose des questions. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que je sois à découvert?
Avec la crise, là, vous allez continuer à me prêter de l'argent, regardez. Vous touchez combien si vous me vendez ce produit? Si je fais votre boulot sur Internet, je paye quand même. Si c'était vraiment trop loin à rembourser, vous me diriez? Et vous serez encore ma conseillère dans 2 ans? C'est quand même pas avec notre argent que vous spéculez sur les marchés. Est-ce que c'est vrai que vous avez développé le trading haute fréquence grâce au crédit impôt recherche? La réponse de la BNP, la voici. Dans un courriel, elle nous dit avoir généré 6 millions d'euros de crédit impôt recherche en 2010 pour l'ensemble de ses projets de recherche. On est loin des 180 millions de Gilles Babinet. Mais au fond, 6 millions d'euros, c'est quand même une belle somme. Même si c'était des montants marginaux, personnellement, je ne suis pas d'accord que l'on finance du trading haute fréquence avec de l'argent public. En tout cas, c'est une réalité. Les banques ont droit à des déductions d'impôts pour leurs recherches, y compris sur le trading haute fréquence. Alors sérieusement, c'est ça le but du crédit impôt recherche? On est allé poser la question au ministère de la Recherche. C'est lui qui délivre l'agrément. Clap Frédéric Sachwald, première. Est-ce que ça vous dérange que de l'argent public finance de la recherche sur des algorithmes boursiers, donc qui vont servir plus tard, par exemple, à faire du trading haute fréquence? Le critère d'évaluation pour le crédit d'impôt recherche, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie automobile, dans l'industrie textile ou dans l'informatique, c'est pas de savoir quelle est l'innovation qui va être au bout, c'est-à-dire le produit final, c'est de savoir s'il y a eu des nouvelles connaissances générées dans le processus. Nous, la seule chose sur laquelle on se prononce, c'est est-ce que les banques ont fait de la recherche-développement? Est-ce qu'elles ont apporté des connaissances nouvelles? D'accord, donc ça ne vous choque pas? Dites-le moi, juste non, mais on ne se prononce pas là-dessus. Donc, si la recherche on ne nous demande pas avance, notre avis, autrement dit. En gros, si la recherche avance, ça vous va, quel que soit le but de la recherche. Voilà. Ouais, si vous regardez... Encore une fois, c'est de l'argent des contribuables, donc j'imagine que si les contribuables se disent « Ah bon, mais l'argent de mes impôts est utilisé dans le crédit impôt recherche et on se soucie même pas de savoir quel est le but final, en fait, on veut juste voir si la recherche avance au milieu », c'est un raccourci intéressant et provocateur que vous faites. Ah non, pas du tout, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Moi, j'essaye d'expliquer, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'une connaissance trouvée à un moment donné est susceptible de générer dans une économie 10 ans, voire 20 ans plus tard, en pharmacie par exemple, les médicaments utiles, hein. Souvent, les vraies recherches amont, elles ont été faites. Oui, mais vous nous parlez de pharmacie, moi je vous parle de trading haute fréquence. Je ne parle pas du trading haute fréquence, je parle de la recherche qui peut être éventuellement utilisée dans les assurances et dans la finance, et éventuellement pour le trading haute fréquence, mais pas uniquement. Ce qui est financé par le crédit d'impôt recherche, ce sont les équipes de chercheurs qui peuvent cherchent être effectivement pour les traders. Qui cherchent pour l'entreprise dans laquelle ils sont. En l'occurrence, pour des traders. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont recruté des traders que le crédit impôt recherche a financé les traders. Mais enfin, je veux bien vous entendre, mais pourquoi ça vous gênerait ou c'est pas l'objet du crédit impôt recherche de financer des traders, ça c'est clair. D'accord. Décidément, le trading haute fréquence met tout le monde mal à l'aise. Mais comment leur imposer des limites à ces speed traders? Il faut peut-être des mesures plus radicales, non? Qu'en pense le professeur à Polytechnique, lui qui trouve le speed trading si formidable? Est-ce qu'il ne faut pas, on va dire, mettre un coup d'arrêt à ce genre de technique et dire non, pour l'instant, on n'a pas le moyen de les contrôler et n'importe qui peut s'en emparer, donc... Oui, moratoire pendant 2 ans, on s'arrête et on attend que tout le monde puisse y comprendre quelque chose. Il y a plusieurs problèmes. Alors, je pense que dans toutes ces questions-là, les réponses simples ne sont pas forcément les bonnes réponses. Alors, quelle est la bonne réponse? Et donc, en l'occurrence, ralentir les marchés pourrait avoir des effets délétères qui sont pires que le mal qu'on essaye de juguler. Donc il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Donc je vous ai dit, à l'heure actuelle, ça pourrait entraîner des distorsions qui seraient pires si on y prend garde. Donc je pense qu'avant de prendre ces mesures-là, il faut comprendre mieux ce qui se passe sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite? Il faut, par exemple, comprendre c'est déjà beaucoup. Hein. Non mais en attendant, oui, c'est la grande liberté. Bien sûr, c'est vrai. Vous voyez, toute règle entraîne son contournement. Donc c'est surtout ça qu'il faut essayer auquel il faut penser. Pour ne pas ralentir les marchés, il ne faudrait donc rien faire.
En France, on ne peut pas dire que nos élus se battent pour réguler les transactions haute fréquence. En novembre dernier, le Sénat a bien voté un amendement pour taxer ces transactions à hauteur de 0,1%, histoire de les rendre moins rentables. Mais il a été retoqué par l'Assemblée nationale, alors contrôlée par l'UMP. Et puis, surprise, l'UMP, justement, en pleine campagne présidentielle, ressort l'idée en février dernier. Les speed traders seront désormais taxés de 0,01%. Ça reste franchement symbolique. Enfin, au mois de mai, rebondissement de l'histoire. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec... Maintenant que la gauche est aux commandes, elle devrait prendre le taureau par les cornes. Après tout, la finance, c'est l'adversaire de François Hollande, non ? Allez, inutile de nous bercer d'illusions. Le temps des décisions politiques est légèrement plus long que celui de la finance à haute fréquence, où l'on raisonne en microsecondes. En attendant qu'une loi de régulation vienne modérer les ardeurs des machines et de leurs programmateurs, les derniers humains auront peut-être déserté les salles de marché. D'ici là, espérons qu'un crack éclair n'aura pas eu le temps de dévaster les places financières. Qui sait ?